Merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs pour leur invitation et cette occasion de dialogue. En relisant le programme, je me suis aperçu que le titre que j'avais envoyé un peu à la hâte était incroyablement présomptueux et que j'étais incapable d'en tenir le programme. Comment lire un texte, vous le savez mieux que moi. Donc j'ai décidé dans cette intervention de plutôt suivre à travers les trois présentations qui ont déjà été faites la question des rapports entre histoire et littérature, et comme bien que vous venez de le dire, François Quay, sans aucune compétence qui pourrait se lier à la didactique, mais en lien avec un travail de réflexion ou de recherche à l'intérieur de l'histoire des pratiques culturelles. Il me semble qu'il y a trois manières pour un historien, et peut-être pour quiconque, de poser cette question des rapports entre histoire et littérature. La première, c'est de considérer l'histoire dans son écriture comme littérature. Et en pensant au livre qu'avait amené ce matin Winquin, The Content of the Form, par Hayden White, de rappeler comment cette question a été formulée, c'est-à-dire à partir du constat selon lequel l'écriture d'histoire, quelle qu'elle soit, même lorsqu'elle n'a aucune prétention littéraire, est toujours fondée sur l'utilisation de figures rhétoriques, c'est là l'argument central de Hayden White, ou de structures narratives, comme le montrait Michel de Certeau ou Paul Ricoeur, ou de l'emploi de métaphores, images, personnification des entités abstraites, qui font que l'histoire, qu'elle le veuille ou non, appartient à la classe des récits. Et c'est à partir de ce constat que les historiens n'ont pas toujours reçu de bon gré, dans la mesure où, évidemment, l'écriture de l'histoire se pensait comme une immédiateté de relation avec le passé dont elle prétend rendre compte, que s'est posée la question évoquée par l'une des questions, qui est celle de la véracité. Puisque de ce constat, deux conclusions sont possibles. La première, qui est justement celle de Hayden White, et qui n'est ni la mienne ni celle de Carlo Ginzburg, est de considérer que puisque l'histoire emploie les mêmes structures narratives ou les mêmes figures rhétoriques que le récit de fiction, elle produit une vérité qui lui est comparable. Et évidemment, qui pourrait nier qu'il n'y a pas une vérité produite par un roman? Et à partir de là, le raisonnement consiste à établir le fait que la vérité produite par le récit d'histoire ou par le récit de fiction sont du même ordre, appartiennent au même registre. Contre cette conclusion, une autre a pu être dressée qui part du même constat que l'historien écrit, et qu'en écrivant il mobilise les ressources qui sont aussi celles disponibles ou maniées par l'écriture de fiction, mais que les opérations propres au travail historique, l'opération historiographique, écrivait Michel de Certeau, c'est-à-dire construction d'un objet, de définition des sources possibles pour répondre à la question posée, et surtout critères de preuve et de validation reçus par une communauté de savoir en un lieu et à un moment donné, faisait que épistémologiquement, le terme qui fait un peu peur est dans le titre du colloque, la différence existe entre une vérité existentielle produite par le récit de fiction et une vérité épistémologiquement certifiée produite par le discours d'histoire. C'est une première manière d'aborder les rapports entre histoire et littérature, considérant que l'histoire est littérature, et de là cette question fondamentale qui a pu diviser profondément les approches intellectuelles entre cette réduction ou cette assimilation de la vérité de l'histoire à celle de la fiction, et ce combat mené avec force et persuasion par Carlo Ginzburg contre ce qu'il appelle la machine de guerre sceptique, qui amène évidemment à une certaine forme de relativisme de la vérité, et en tous les cas à la disparition du statut épistémologique propre de la connaissance historique. C'est une première manière.
La deuxième manière de penser les rapports entre histoire et littérature a été évoquée à l'instant même par Madame Armand, qui est la question des textes que l'on considère comme littéraires comme objet d'un travail historien. Il peut être mené par des historiens ou par des historiens de la littérature. Finalement, la question n'est pas là. La question est de considérer que pour rendre compte d'une œuvre, il y a un questionnaire qui s'impose à tous dans cette perspective d'historicité du texte. C'est un questionnaire qui prend en compte les contraintes sociales, économiques ou esthétiques qui régissent la production d'une œuvre en un temps et un lieu donné, qui prend en compte les formes d'inscription dans l'écrit ou dans la performance de cette œuvre, et qui du coup pose la question de sa possible réception, interprétation, appropriation par de multiples successifs ou simultanés publics. C'est ce questionnaire-là que j'avais essayé de développer dans un certain nombre d'essais qui étaient rassemblés dans un des derniers livres que j'ai publié, Inscrire et effacer. Cette seconde perspective me paraît poser ou exiger un certain nombre de principes. Le premier, s'appuyant à la fois sur la sociologie des textes telle qu'elle a été définie à partir de la bibliographie par Donald Mackenzie, ou sur la culture, sur l'histoire de la culture graphique, c'est-à-dire l'histoire de l'écrit telle qu'elle a été définie par Armando Petrucci, cette première exigence considère qu'on doit rétablir une sorte de continuité à l'intérieur de la culture écrite d'un temps entre des productions d'écriture qui peuvent avoir des statuts très différents, par exemple le statut documentaire ou le statut esthétique. Petrucci prend cet exemple, je trouve très fort, qui est celui des poètes italiens du Trecento, dont les manuscrits autographes, lorsqu'ils ont été conservés, présentent les mêmes traits morphologiques que les minutes notariales. C'est-à-dire que dans la pratique même de l'écriture, au sens le plus matériel et le plus immédiat du geste, les mêmes formes s'imposent dans une écriture que l'on va qualifier de documentaire et dans une écriture que l'on va qualifier de poétique. Il y a des raisons objectives à cela qui seraient effectivement la contiguïté ou la présence dans le même milieu social de notaires et de fils de notaires ou de notaires eux-mêmes tels que certains poètes, par exemple Pétrarque. Donc, établir cette continuité à l'intérieur d'une culture graphique qui peut permettre non pas d'annuler le statut des textes, mais de comprendre leur parenté morphologique. D'autre part, le corollaire de cela, c'est, me semble-t-il, la nécessité de tenir ensemble ce que la tradition occidentale a durablement éloigné. D'un côté, le commentaire, la glose, la compréhension des œuvres, de l'autre, l'analyse technique et sociale de leur publication, de leur circulation, de leur appropriation. Il me paraît que ces deux éléments sont inséparables si l'on approfondit la remarque fondatrice de Mackenzie, la forme affecte le sens. Et à partir de ce moment-là, on est ramené à cette tension très profonde à l'intérieur de la culture occidentale entre d'un côté un processus de dématérialisation de l'œuvre, considérée comme toujours identique à elle-même, par exemple dans la protection que lui assure le copyright, ou dans les formes les plus immédiates de la critique esthétique, et de l'autre côté le fait qu'une œuvre n'existe pour un lecteur ou un spectateur ou un auditeur qu'à travers une instance particulière de son inscription, que ce soit dans une forme manuscrite, une forme imprimée ou la forme d'une communication orale. Récemment, un critique shakespearien, David Scott Castan, a posé cette tension entre une sorte de relation platonicienne avec l'œuvre qui la dématérialise, comme l'ont fait la philosophie néo-platonicienne, comme l'a fait les fondements même du copyright. L'œuvre est identique à elle-même, quelle que soit sa forme. Ou comme l'ont fait dans une postérité kantienne le jugement
purement esthétique, et de l'autre côté, une expérience pragmatique de l'œuvre qui fait qu'elle ne rencontre un lecteur ou un spectateur ou un auditeur que dans l'une de ces incarnations particulières. Et je crois là qu'il ne s'agit pas de résoudre cette tension, mais de travailler avec cette tension. Le dernier élément que je voudrais signaler pour cette seconde manière d'approcher le rapport histoire et littérature, lorsque le texte, l'œuvre est soumise à un questionnaire qui est fondamentalement lié à son historicité, serait de considérer, pour revenir à ce que je disais sur les continuités à l'intérieur d'une culture graphique ou d'une culture écrite, entre les productions d'écriture, qu'elles soient documentaires ou symboliques, ce serait aussi de porter l'attention sur le fait que la littérature s'écrit non seulement avec un rapport soit à l'expérience, au sentiment et au quotidien, mais et non seulement dans un rapport d'intertextualité avec des textes entre guillemets littéraires déjà là, mais qu'elle peut aussi s'écrire à partir de la capture, de la transformation, de la transaction avec des objets, des pratiques, des normes de la culture écrite de son temps. Et c'est cela que j'avais essayé de mettre au cœur d'analyse de certains chapitres de Don Quichotte ou de certaines pièces de théâtre, par exemple Ben Jonson, The Staple of News, ou une pièce de Goldoni. Donc on a là une seconde perspective, mais qui ne me paraît pas définir des champs disciplinaires différents ou des compétences disciplinaires différentes, qui me paraît définir un accord sur quelles sont les techniques d'analyse et quelles sont les questions nécessairement posées qui peuvent rendre compte de l'historicité des œuvres dans le temps de leur production ou dans les temps successifs de leur appropriation. Le clivage se faisant non pas entre histoire et critique littéraire, mais se faisant entre différentes manières de considérer la production du sens. Soit que cette production du sens est ramenée à ces conditions fondamentalement historiques de possibilité, soit que, comme on l'a su avec la critique structuraliste ou la critique sémiotique, cette production du sens est ramenée au fonctionnement du langage à l'intérieur du texte, indépendamment de l'intention d'auteur et voire même indépendamment de la position de lecture. C'est donc là une deuxième perspective. Mais aujourd'hui, peut-être paradoxalement, j'aimerais plutôt m'attacher à une troisième perspective qui a déjà été évoquée à la fin de l'intervention précédente, c'est-à-dire non pas tellement le rapport de l'histoire à la littérature, on peut en parler dans le débat, mais le rapport de la littérature à l'histoire, et avec un préalable inévitable qui est l'ambiguïté du terme même que nous employons et qui est sur le tableau. Vous me direz, le terme d'histoire est aussi ambigu puisqu'il désigne à la fois, dans toutes les langues, sauf peut-être l'allemand, l'histoire comme ce qui est advenu et l'histoire comme connaissance de ce qui est advenu. Mais le terme littérature est plus ambigu encore dans la mesure où que ces variations de signification historique sont tout à fait considérables et que même si l'on est nécessairement amené à l'appliquer rétrospectivement pour définir un espace de production et de réception de la fiction, néanmoins, il faut rappeler très profondément qu'au fil des temps, ce terme a pu désigner, je me souviens d'un essai de Jacqueline Cerchigrini, au Moyen-Âge, littérature, ce sont les textes écrits en latin par rapport à ceux écrits dans les langues vulgaires, et plus intéressant peut-être parce que plus proche, au XVIIe siècle, si vous ouvrez le dictionnaire de Furetière, vous rencontrez littérature, je cite, doctrine, érudition, connaissance profonde des lettres. Scaligère, Saumaise, Livre, Bochart, Casaubon, Grotius, Bell et autres critiques modernes ont été des gens de grande littérature, d'une profonde littérature. On est très loin de l'idée de la fiction. La littérature, c'est l'érudition. Et lorsque dans le même dictionnaire, on va à l'entrée lettres, lettres se dit aussi des sciences,
C'est un homme de lettres. Il a été élevé dans les lettres. On appelle lettres humaines ou belles lettres la connaissance des poètes et des orateurs. Les vraies belles lettres sont la physique, la géométrie et les sciences du solide. Les sciences solides. Et donc on voit très bien qu'il y a là une mobilité de la signification du terme, mais qui me paraît renvoyer à quelque chose d'absolument fondamental, c'est-à-dire l'historicité de la définition qui est pour nous la plus immédiate, la plus spontanée. Cette historicité renverrait, à mon sens, à une rupture décisive qui s'opère sans plus ou moins tôt, ici ou là, au XVIIIe siècle, et qui lie, pour définir la littérature au sens moderne ou les belles lettres, trois éléments: l'individualisation de l'écriture, l'originalité de l'œuvre et la propriété littéraire. Si vous pensez au régime de production des textes à la Renaissance, vous pouvez immédiatement penser que ces trois notions sont en rupture, en discontinuité, avec un régime de production de textes qui sont ceux de l'imagination et de la fiction, qui supposaient très fréquemment l'écriture en collaboration et non pas l'individualisation de l'auteur, qui supposait le réemploi d'histoires déjà là, de lieux communs disponibles, sublime, a écrit Francis Goyet, parce que le lieu commun désigne l'universel, et de formules à disposition, et qui ne supposait en aucune manière la propriété de l'écrivain sur son œuvre. La seule propriété reconnue étant celle à l'intérieur des communautés des libraires et imprimeurs de l'éditeur, entre guillemets, puisque le terme n'est pas séparable au XVIe et XVIIe siècle de la fonction d'imprimeur, ou plus encore et plus souvent de celle de libraire. On voit donc qu'on est devant un usage rétrospectif d'une catégorie en déséquilibre profond par rapport au régime de production des textes que nous désignons comme tel. Une autre ambiguïté pouvant être évidemment liée au fait que lorsqu'on parle de littérature, et plutôt dans le contexte d'une rencontre comme celle-ci, on parle à la fois des productions symboliques que l'on qualifiera de littéraires, soit parce qu'elles correspondent à ce paradigme que j'ai désigné, individualité, originalité, propriété, mise en place au XVIIIe siècle, soit parce que rétrospectivement et anachroniquement, nous désignons avec ce terme des productions symboliques qui ont été pourtant pensées, conçues, écrites dans un autre régime de production d'ordre des discours, mais aussi parce que dans une acception plus immédiate, littérature peut mêler ces productions symboliques avec la critique qui en rend compte. Et l'expression les littéraires peut renvoyer à cette ambiguïté. Si l'on entre dans cette question plus avant, c'est-à-dire celle de qu'est-ce que la littérature fait de l'histoire, je crois qu'un point de départ intéressant, déjà évoqué, c'est ce basculement qui s'est opéré sans doute au XIXe siècle, entre deux figures d'appropriation de l'histoire par la littérature. Il y a au XVIIIe et XIXe siècle une affirmation selon laquelle, ou une revendication selon laquelle le roman particulièrement, pas seulement, mais d'abord le roman, devient le lieu d'une histoire qui n'existe pas, ou qui n'existe pas encore, parce que la science historique est considérée comme dominée par son attachement à l'étude de l'événement, des grands hommes ou de la politique. Ces trois idoles que Simian, dans un article fameux du début du XXe siècle, va désigner comme la cible d'une nouvelle histoire. Et on voit comment cette revendication du roman pourrait être considérée comme la véritable histoire, alors que les historiens s'attachent à une écume laissée par le passé ou celle du présent. Elle est affirmée à la fois, je prendrai deux exemples, deux textes, d'une part par Manzoni, c'est un texte cité récemment par Carlo Ginzburg. Manzoni, en 1845, écrit un essai qui s'appelle Der Roman
storico, du roman historique, qui est une sorte de réflexion sur sa propre expérience, puisque les Promessi Sposi datent d'une vingtaine d'années auparavant, et il l'imagine comme étant un lecteur qui s'adresserait à lui-même. Et ce lecteur est évidemment Manzoni. Il écrit: le but de votre travail, donc ce lecteur s'adressant supposément à Manzoni, était de mettre devant mes yeux, sous une forme nouvelle et spéciale, une histoire plus riche, plus variée, plus accomplie que celle qui se trouve dans les œuvres auxquelles on donne ce nom plus communément et comme par antonomase. L'histoire que nous attendons de vous n'est pas un récit chronologique de simples faits politiques et militaires, avec à l'occasion quelque événement extraordinaire d'une autre sorte, mais une représentation plus générale de l'état de l'humanité en un temps et un lieu naturellement plus circonscrits que ceux où se situent d'ordinaire les travaux d'histoire au sens le plus habituel du terme. Et résumant quel serait l'objet de ce roman qui est la véritable histoire, c'est l'écho antérieur à la citation faite de Toni Morrison. En somme, l'objet, c'est tout ce qu'il y a eu de plus caractéristique dans toutes les conditions de la vie et dans les relations des unes avec les autres, une société donnée, à un moment donné. Voilà ce que vous vous êtes proposé de faire connaître. Et on trouverait facilement de nombreux échos dans la revendication romanesque de la prise en charge de la véritable histoire, c'est-à-dire celle qui est l'histoire des relations de domination, de la construction des identités, des écarts. Une page qui m'a toujours frappé, c'est la première page, évidemment, des Illusions perdues, où vous vous souvenez qu'à la fin du premier paragraphe, Balzac désigne l'objet du livre comme cette grande petite histoire. Et à travers la première page, je ne vais pas la citer, mais c'est à partir d'un détail technique, le fait que dans l'imprimerie d'Angoulême, on utilisait encore la presse de Gutenberg, alors même que dans les imprimeries parisiennes, on utilise la presse à vapeur, la presse Stanhope, se met en place dans cette grande petite histoire parce qu'elle est celle de Séchard, mais grande parce qu'elle est une histoire où les écarts entre Paris et la province, le passé et le présent, entre les formes de domination nouvelles et des situations de dominés, se trouvent comme cristallisés, comme exprimés à travers cette différence technique entre les ateliers. De là, la grande petite histoire. Les Illusions perdues sont une petite histoire parce que circonstanciée, mais sont une grande histoire et plus histoire que l'histoire qu'écrivent les historiens du temps, parce qu'elle permet d'entrer au plus profond dans le tissu social du monde contemporain. Alors je disais basculement parce que, évidemment, l'histoire va entendre, et dès avant les annales, cette leçon et va s'emparer des sociétés à travers l'histoire du monde social, à travers l'histoire des conjonctures, à travers l'histoire des populations et la démographie historique. Elle va donc abandonner les trois idoles de Simian, celle qui était la ciblée de Manzoni et de Balzac, pour se situer comme la connaissance du monde social dans ses régularités, ses répétitions, ses structures, ses conjonctures. À partir de là, la littérature, avec les guillemets, va s'emparer de ce qui est considéré comme laissé de côté, comme ignoré par l'histoire, et c'est aussi un écho à la fin de l'exposé précédent, c'est-à-dire la singularité de l'individuel, l'infinie pluralité des différences, et à partir de là, une connaissance qui est une connaissance que les stratégies d'une histoire massive fondée sur la répétition des données et leur traitement statistique, sérielle, quantitative, dans la tradition, mais pas seulement, des annales des années 30 et des années 50, est supposée ignorer. Une expression dès avant
ce paradigme historique des conjonctures et des structures, mais déjà lié avec une histoire à la Michelet, on pourrait dire, c'est-à-dire la prise du monde social dans son entier comme objet d'histoire, on la rencontrerait dans un écrivain qui aura une très forte postérité et qui est Marcel Schwoeb, dans Les vies imaginaires, un texte qui a été publié à partir de 1898 dans le journal, donc un périodique, et ensuite qui est édité par Charpentier. Et le livre de Marcel Schwoeb est extrêmement intéressant, me semble-t-il, parce que, d'une part, il veut porter l'attention sur des biographies qui seraient des biographies détachées des idées générales, c'est-à-dire où l'on ne porte pas d'attention au moment où l'individu rencontrerait un destin collectif, mais un attachement à des singularités étranges, irréductibles, avec le cours massif des choses. À partir de là, il y a deux conséquences dans la perspective de Schwoeb. D'une part, de réhabiliter ce qui avait été un genre disqualifié et qui est celui de l'anecdote. Et un cas intéressant, il mentionne les brèves vies des personnes éminentes, qui est un texte anglais de John Aubrey de 1680, qui avait pu être disqualifié à la fin du XVIIIe siècle lorsque, dans ce paradigme que j'évoquais, individualité, originalité, propriété, a commencé la recherche biographique. C'est-à-dire, si on pense à Shakespeare, qui était présent avec d'autres dramaturges dans les anecdotes d'Aubrey, la recherche d'une biographie fondée sur le document qui permet, une fois établi ces trames biographiques, de rendre compte de l'œuvre parce qu'on la situe à l'intérieur de la biographie, ce qui a une autre conséquence, c'est-à-dire la publication des œuvres dans leur ordre chronologique supposé de composition. Et le premier éditeur qui, pour Shakespeare, se livre à ce double travail, proposer une chronologie des œuvres pour publier les œuvres dans leur ordre de séquence, qui montre le déploiement du génie, et qui, d'autre part, est le premier à vouloir établir une biographie non pas sur des anthologies d'anecdotes détachées des œuvres, mais sur des expériences, si possible, de vie qui peuvent être des éléments de compréhension de l'œuvre, est à la fin du XVIIIe siècle Edmond Malone. Alors Schwoeb va en amont de cela pour restaurer l'importance de l'anecdote, et surtout la deuxième des conséquences, c'est que pour rendre compte de cette infinie singularité, il n'est pas nécessaire, il est même recommandé de ne pas s'attacher à un critère ou une exigence de véracité objective de l'histoire. Le choix de l'unique, du spécifique, du singulier, peut-être, comme il le fait lorsqu'à la fin de la préface il compare le biographe à une sorte de démiurge, je cite, « Il n'est pas utile que la forme de la biographie soit pareille à celle qui fut créée jadis par un Dieu supérieur, c'est-à-dire à l'existence humaine de l'individu, pourvu qu'elle soit unique comme toute autre création. » Et c'est un livre fascinant de ce point de vue-là, puisqu'il revendique une sorte de vérité détachée de la véracité et une forme d'écriture de la biographie détachée de l'événement historique. Et ce souci des existences uniques des hommes, qu'ils aient été divins, médiocres ou criminels, fonde cet autre rapport de la littérature s'emparant d'un singulier désormais ignoré par une histoire massive. Le livre est aussi fascinant dans la mesure où on voit que le rapport entre l'expérience ou la biographie imaginaire
qui est l'objet de Schwab, et d'autre part, l'œuvre elle-même est renversée. Il s'agit plus d'inscrire l'œuvre à l'intérieur de la biographie, comme l'a tenté Malone, avec la difficulté que pose l'écriture d'une quelconque biographie de Shakespeare, dont aucun document ni biographique ni autobiographique a fortiori n'existe, mais de renverser l'ordre, c'est-à-dire de finalement découler cette vie toujours située à la frontière entre l'imaginaire et le réel, puisqu'il s'agit de personnages en général qui ont existé, de la découler de l'œuvre elle-même. Et il y a une prodigieuse biographie imaginaire d'un écrivain élisabétain, Cyril Tourneur, qui est en fait construite à partir de l'intrigue d'une de ses pièces les plus extrêmes, qui est la tragédie du Vengeur. Alors la postérité de Schwab, dans cette forme d'appropriation de la littérature du singulier abandonné par l'histoire, qui est la figure inverse de le roman s'emparant du social abandonné par une histoire du singulier, préalablement, a une postérité forte. On la rencontrera évidemment chez Borges, qui a lui-même écrit un prologue à une édition en traduction des Vies imaginaires de Schwab dans sa Bibliotheca Personale, publiée en 84, et on la trouverait aussi dans un des textes de Borges, l'histoire universelle de l'infamie de 1935, où il reconnaît un double, à lui et à Schwab le même modèle, Stevenson, et d'ailleurs une même forme de publication dans une revue périodique, la Revista Multicolor de los Sábados, et en même temps l'idée de porter l'attention dans ce cas-là sur des vies infâmes, des vies criminelles, comme il le dit, entre gibets et pirates, et qui est une façon de s'approcher avec ces vies infâmes à la frontière entre la réalité des personnages historiques et cette construction à la fois d'un imaginaire, mais qui se donne comme dans un sens plus historique que la véracité documentaire. Cette façon d'écrire ne peut pas se séparer, me semble-t-il, dans le cas de Borges, de la revendication du singulier contre les formes d'enfermement stéréotypées qui peuvent le réduire. C'est ce qu'il évoque lorsqu'il oppose, par exemple, la poésie écrite par des gauchos d'os et de sang par rapport au genre de la poésie gauchesca. Comme il le dit, jamais une poésie de gaucho n'utiliserait les formules de ce genre littéraire donné pourtant comme expression de ce monde social. Et il répète cette forme-là de revendication de la singularité comme authenticité par rapport à une catégorie englobante qu'il a détruite pour les compadres, c'est-à-dire le monde des marginaux criminels des faubourgs de Buenos Aires. La postérité de Schwab se rencontrerait aussi évidemment dans le cas de deux auteurs qu'on peut mettre en rapport l'un avec l'autre, c'est-à-dire Foucault, La vie des hommes infâmes, et Pierre Michon, Les vies minuscules. Le texte de Foucault publié dans les Cahiers du chemin en 1977 et Les vies minuscules de Michon publié en 84, avec des formes évidemment différentes. Dans le cas du livre de Pierre Michon, une sorte de trame entre guillemets biographique qui lie les unes avec les autres ces histoires infimes, ces vies minuscules, mais qui revendiquent une authenticité, une vérité de la connaissance impossible ou ignorée par l'histoire. Et dans le cas de la vie des hommes infâmes de Foucault, qui devait être une publication de ses vies, une introduction qu'il a écrite pour la publication de documents qui provenaient des archives de l'hôpital général et des archives de la Bastille, qui est en fait, s'est traduite par une collection, Les vies parallèles, et par le travail avec Arlette Farge dans le travail sur les lettres de cachet, l'idée de produire des anthologies, une anthologie d'existence dont je donne la définition, puisqu'il s'agit donc de fragments de vie retrouvés dans les archives, soit de l'enfermement,
l'hôpital général, soit dans les archives de la transgression, les archives de la Bastille. Des vies de quelques lignes ou de quelques pages, des malheurs et des aventures sans nombre ramassés en une poignée de mots, vies brèves, rencontrées au hasard des livres et des documents, des exemplaires, mais à la différence de ceux que les sages recueillaient au cours de leur lecture, ce sont des exemples qui portent moins de leçons à méditer que de brefs effets dont la force s'éteint presque aussitôt. Le terme de « nouvelle » me conviendrait assez pour les désigner, par la double référence qu'il indique à la rapidité du récit, à la réalité des événements rapportés. Car tel est dans ces textes le resserrement des choses dites, qu'on ne sait pas si, tel est dans ces textes le resserrement des choses dites qu'on ne sait pas si l'intensité qui les traverse tient plus à l'éclat des mots ou à la violence des faits qui se bousculent en eux, des vies singulières devenues, par je ne sais quel hasard, d'étranges poèmes. Voilà ce que j'ai voulu rassembler en une sorte d'herbier. Et du coup, que Foucault donne des conditions pour cette anthologie d'existence, c'est-à-dire le fait qu'il s'agisse de personnages qui ont réellement existé et que leur existence se retrouve dans quelques phrases, dans un ou l'autre des documents de l'enfermement ou de la répression. Et donc, du coup, l'idée, je cite, ces récits ne constituent pas simplement des anecdotes étranges ou pathétiques, mais d'une manière ou d'une autre, parce que c'était des plaintes, des dénonciations, des ordres ou des rapports, ils ont fait partie réellement de l'histoire minuscule de ces existences, de leur malheur, de leur rage ou de leur incertaine folie. Et la conséquence de cela est évidemment de déplacer, de faire vaciller la frontière entre la fiction et le réel, puisque bien sûr il s'agit d'existences réelles, mais presque pour des êtres fictifs, dont l'existence n'est qu'une existence verbale, réduite à quelques lignes sur un document, et qu'à l'inverse, c'est un argument développé par Foucault, cette modalité d'enregistrement des existences, telles que les archives hospitalières ou les archives de police vont les constituer avec une particulière force au XVIIIe siècle, deviendra un modèle, une matrice nouvelle pour la littérature et par exemple les romans du XVIIIe siècle. Je crois que là, ce qui est posé à travers cette postérité de Schwab, Borges, Foucault, Michon, c'est aussi la question de l'anecdote, avec du coup le fait de retourner, un peu comme le suggérait Schwab, à une réhabilitation de ces recueils d'anecdotes, Talleyrand des Réaux par exemple, mais aussi de transformer l'anecdote en un instrument d'une critique à la fois historique et littéraire. Je pense que dans la perspective du New Historicism, telle qu'elle est développée par Greenblatt et quelques autres, non seulement elle est importante pour moi dans la mesure où elle est une de ces pratiques de critique littéraire dans laquelle on voit comment la littérature, c'est-à-dire une fiction, une narration, une œuvre d'imagination, a comme condition de possibilité la négociation, la transaction, l'appropriation de discours ou de pratiques du monde social. C'est une autre manière de peut-être déplacer ou de transformer l'opposition qui paraît si évidente entre le document et le discours littéraire. Cette appropriation de ces fragments de discours ou de pratiques, particulièrement forte dans le cas du théâtre, mais pas seulement, comme condition de possibilité à la fois de la fiction, puisqu'ils sont transformés par leur finalité esthétique, ironie, satire, didactique, narrative, etc., et en même temps d'une condition de leur reconnaissance par spectateurs et lecteurs, ce qui est une des manières d'assurer ce qui est très important dans le cadre du New Historicism, c'est-à-dire la puissance de construction de représentation et d'expérience par le texte de fiction pour les publics. Mais au-delà de cela, il y a aussi dans la perspective du New Historicism, qui a été fondamentalement appliqué au théâtre du XVIe, XVIIe siècle anglais, à commencer par Shakespeare, mais aussi au roman du XVIIIe siècle, il y a cette réhabilitation de l'anecdote, et je cite un passage écrit par Stephen Greenblatt dans le livre qui s'appelle Practicing New Historicism. L'anecdote offre un accès au quotidien
au lieu où les choses sont faites, à la sphère de pratique qui, même dans leurs plus étranges articulations, se revendiquent de la vérité, toujours déniée par les plus éloquents des textes littéraires. Donc on a cette première figure qui est celle de la littérature à la Toni Morrison, se pensant comme plus historienne ou plus historique que l'histoire elle-même, et pour les raisons inversées, dans une sorte de chiasme que j'ai essayé de manifester entre le XIXe siècle, où la littérature prend en charge le monde social, et le XXe ou XXIe siècle, où elle va prendre en charge le singulier. L'autre modalité, je terminerai avec cela, c'est lorsque la littérature s'empare de l'histoire, mais non pas de l'histoire au sens du passé, non pas l'histoire comme des événements advenus. Il y aurait là un chapitre immense à écrire sur les modes d'appropriation du passé ou de représentation du passé par une écriture de fiction, à commencer par les pièces historiques, et à commencer par celle du théâtre élisabétain, les 10 histories de Shakespeare rassemblées dans le folio de 1623, et en suivant avec le roman historique du XIXe siècle, et aujourd'hui non seulement des fictions qui seraient celles des fictions visuelles, télévision, cinéma, mais aussi les romans, il en a été évoqué un certain nombre, qui ne sont pas à proprement parler des romans historiques selon la définition classique du genre, mais des romans dont la matière est historique. Alors c'est un domaine entier de réflexion qui peut faire, là encore aussi, vaciller les frontières très clairement tracées entre des disciplines ou des savoirs. Ce que je voudrais évoquer en finissant, peut-être parce que ça se lie avec le dernier travail que j'ai fait, qui est une histoire d'une pièce perdue, qui est pour titre Cardenio, sans doute écrite par Shakespeare et Fletcher, et évidemment inspirée par le Don Quichotte de Cervantes, et qui pose la question des continents entiers de textes disparus. Bon. Mais mettons ça de côté, ce que je voudrais évoquer pour finir, c'est lorsque la littérature, non pas s'empare du passé, mais se présente avec les marques qui sont ceux d'un discours de connaissance. C'est-à-dire lorsque la littérature s'empare non pas de l'histoire comme la matière, mais s'empare de l'histoire comme discipline. C'est-à-dire en s'emparant des techniques de la preuve, des ressources documentaires et d'un critère d'authenticité. Les trois auteurs que je voudrais citer pour finir, c'est évidemment l'un qui m'a toujours fasciné, qui est Max Haub, qui, en 1958, à Mexico, Max Haub était un républicain espagnol, un des responsables du pavillon de la République à l'exposition universelle de Paris, et donc un des responsables de la présence de Guernica, de Picasso, dans ce pavillon, et réfugié au Mexique. Il écrit en 1958 la biographie d'un peintre catalan qui s'appelle Josep Torres Campalans, et qui est un livre qui met en marche tous les critères de la preuve historique, non seulement des entretiens que le peintre aurait donnés dans des journaux parisiens avant la guerre de 1914, non seulement un quaderno verde dans lequel il aurait rédigé des aphorismes ou ses souvenirs ou ses réactions à des visites d'exposition, mais d'une part des photographies où l'on voit Campalans avec Picasso, son ami des temps de Barcelone, et d'autre part les œuvres elles-mêmes qui sont à l'intérieur du livre là reproduites. Et évidemment, ce peintre n'a jamais existé. Il est une totale création de Max Haub. Et on peut, à l'époque, son intention était évidemment de se moquer dans un certain sens des catégories classiques de l'histoire de l'art, à commencer par celle contradictoire du précurseur et de l'influence, puisque Campalans a été influencé par tous les peintres, mais lorsqu'on voyait les dates des tableaux supposés de Campalans, peints par Max Haub lui-même, il était le premier à avoir peint le tableau cubiste, le premier tableau d'Arnett, le premier tableau surréaliste. Donc c'était une moquerie
contre cette idée de le précurseur et l'influence. Il y a aussi un jeu très subtil, très drôle avec les techniques d'attribution, les techniques de datation, le déchiffrement des sens cachés, etc. Aujourd'hui, évidemment, ce livre, on peut le lire différemment, puisqu'on peut le lire d'une part comme montrant que les effets de réel peuvent être si puissants que la distinction entre le réel sans effet et ses figures peut vaciller. Et ici, la mobilisation du document, les tableaux, et la mobilisation d'un des dispositifs que Barthes montrait comme étant assurant la vérité, la photographie, sont mis au service de la fable. En même temps, le livre qui, par différents éléments, en particulier le fait qu'il a été la rencontre entre Aube et ce peintre qui avait quitté Paris après la guerre de 14 et qu'il retrouve au Mexique pour un anniversaire de la publication du Quichotte, un épigraphe qui est « Comment peut-il avoir une vérité sans mensonge ?» était autant de rappel pour le lecteur de l'écart entre la fable et la force de son imagination, les référents de fiction, et d'autre part la connaissance de ce qui fut. Et donc c'était on peut le ranger sur un mode évidemment de la parodie ou de l'ironie à côté de tous les travaux qui se sont voués à l'histoire des falsifications historiques. Non seulement dans les temps contemporains, mais peut-être, et pour revenir à mon commencement, avec le texte fondateur commenté par Ginsburg, qui est la critique que fait Lorenzo Valla au milieu du XVe siècle de la supposée donation de l'empereur Constantin au pape Sylvestre, qui assurait à Rome, à la papauté, une sorte de suzeraineté ou de souveraineté sur les souverains d'Occident. Et la critique philologique et historique développée par Valla conclut que, pour de multiples raisons, ce document ne peut être qu'un faux. Et donc, à partir de là, peut être fondé ce régime spécifique de la connaissance historique défini à partir de la critique, et nous en sommes directement les héritiers. Et c'est dans ce contexte-là qu'avec les travaux d'Anthony Grafton, de Carlo Baroja et de Carlo Ginsburg, l'histoire des faux, des falsifications, des fables, peut à la fois montrer la vulnérabilité de la connaissance historique et en même temps la possibilité de la réassurer dans ces techniques de preuve. Le deuxième texte que je voudrais simplement évoquer, parce que lui il est plus directement lié au projet du livre sur la pièce qui n'existe pas, c'est lorsque la littérature a la puissance de faire naître des textes qui n'existent pas mais qui se donnent comme des textes dont l'historicité peut être établi. Le texte de Roberto Bolaño, La littérature nazie en Amérique, qui est un texte, il y a un livre qui a d'ailleurs été traduit par Bourgois, tout à fait fascinant, puisque c'est une bibliothèque qui rassemble à la fois 210 titres rangés par ordre alphabétique et autant de biographies d'auteurs appartenant de manière différente à ce que Bolaño désignait comme un courant de littérature nazie dans les Amériques, pas seulement du Sud, mais aussi du Nord. Et on peut mener la réflexion sur cette puissance de la littérature à faire exister des textes imaginaires comme s'ils avaient une réalité historique, la matrice fondamentale étant évidemment Don Quichotte de la Manche, mais je pense aussi à un texte qui malheureusement n'a pas été traduit d'un autre écrivain, dans ce cas-là américain du Sud, pas chilien comme Bolaño, mais argentin, Ricardo Piglia, dans un recueil d'essais qui s'appelle Formas Breves, imagine comment Hemingway ou Borges ou Kafka auraient écrit une histoire qui est déjà là. Et il esquisse le commencement de cette écriture imaginaire. Il prend par exemple l'intrigue de Bergman du 7e Sceau et imagine comment d'un côté Kafka et de l'autre côté Hemingway auraient raconté cette histoire, laissant au lecteur la capacité, s'il en a le désir, de prolonger ce jeu
d'imagination, mais qui donc a la potentialité de faire exister des textes qui n'existent pas. Ma dernière citation et mes derniers mots pour un troisième exemple est évidemment présent dans votre imagination, qui est que les jeux que Pascal Quignard a multipliés avec une authenticité donnée, soit par la possibilité matérielle, comme dans les tablettes d'Apronenia Avita, cette romaine qui vit le sac de Rome, les triomphes du christianisme, et qui note sur ses tablettes de cire un certain nombre de listes, de pensées ou de récits. Et puis, dans le cas du Albusius, de Caius Albusius, les romans perdus de cet écrivain latin, restituant en quelque sorte des fantômes d'œuvres, en l'absence des dites œuvres, des esquisses, des dessins de ces œuvres possibles. Mais je retiendrai, et ce sera la dernière citation, la référence à Pascal Quignard pour quelque chose d'autre, c'est-à-dire finalement cette inversion où ce n'est plus la fiction qui se donne comme authentique, mais où c'est en quelque sorte la véracité du passé qui devient la garantie de l'invention fictionnelle. La première page de Albusius par Quignard est très belle, il est question de l'assaut du passé, et donc je m'effacerai derrière cette dernière citation. Quand le présent offre peu de joie et que les mois qui sont sur le point de venir ne laissent présager que des répétitions, on trompe la monotonie par des assauts de passé. On ouvre des cuisses des morts et leur ventre, vieux ventre doux de 2100 ans, se touche et se recouvre. On pioche dans ce qu'on ne peut dire de vie, de sa vie à personne, et on transporte ces petites poutres de bois et ces petits duvets des oiseaux dans un nid de vieilles patriciennes ou d'antiques hébreux. Cela abrite. Ce qui fut vrai protège mieux le faux, et les désirs auxquels le faux cède le passage qu'une simple intrigue anachronique qu'on rapièce et qu'on tire par les cheveux. Caius Albusius, s'il nous a existé, ses déclamations aussi. J'ai inventé le nid où je l'ai fourré et où il a pris un peu de tiédeur, de petite vie, de rhumatisme, de salade, de tristesse. Ce fantôme y a peut-être gagné quelques couleurs et des plaisirs et peut-être même de la mort. J'ai aimé ce monde où les romans que son défaut invente. Merci.